Science has great beauty. Bonjour Philippe, bonjour Maëlys. Bonjour. Merci de venir tourner cet épisode avec nous sur le Deep Tech Connect. Je vais commencer par vous demander très simplement l'un et l'autre de vous présenter. On va commencer par Maëlys. Oui, bonjour et merci beaucoup de nous inviter dans ce podcast. Alors moi je suis Maëlys Chusseau et je suis la présidente de la SAT Aquitaine Sciences Transfert. On travaille sur les campus universitaires de La Rochelle, de Bordeaux et de Pau en Nouvelle-Aquitaine. Et je suis également présidente du réseau SAT et j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans l'innovation à différents endroits, que ce soit côté entreprise, côté institution et maintenant côté académique. Donc parcours très complémentaire. Philippe? Eh bien moi je suis Philippe Watteau. Je ne suis pas très différent de Maëlys parce que j'ai aussi fait ma carrière dans l'innovation, côté recherche. J'ai dirigé des équipes de recherche, côté entreprise, en direction stratégie, en direction R&D. Et je préside la SAT Lutech, qui est une SAT parisienne qui couvre toute l'alliance Sorbonne Université. Ok. Aujourd'hui, on vous reçoit plutôt sur vos rôles dans le cadre du réseau des SAT, donc le réseau qui finalement coordonne les 13 SAT nationales. Qu'est-ce que c'est ce réseau des SAT concrètement? Aujourd'hui s'incarne par un très bel événement. À quoi il sert? Quel est son rôle aujourd'hui dans l'écosystème? Le réseau des SAT, c'est justement, à travers l'exemple de Deep Tech Connect, c'est le reflet de ce que l'on est. C'est le partage, la construction collective pour permettre à nos projets d'accélérer leur développement et d'arriver encore plus vite au marché. Je crois que c'est ce qui nous anime au sein du réseau SAT. Et du coup, on a la chance de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, on travaille également avec les SAT expérimentales qui sont aussi réparties sur ce territoire. Et ça nous permet effectivement de partager nos bonnes pratiques, de faire grandir nos équipes et de leur donner envie finalement de ensemble créer des choses pour l'accélération de nos projets. Alors, tu as abordé le concept de SAT expérimental. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une SAT expérimentale? En fait, on a deux modalités. L'État français a voulu créer le programme SAT justement pour accélérer et dérisquer les résultats issus de la recherche publique pour qu'ils puissent amener des barrières concurrentielles aux entreprises, soit aux entreprises déjà existantes, soit sous forme de start-up. Et il y a eu la labellisation de structures externalisées sous forme de SAS, que sont les SAT. Et il y a eu également de la labellisation sur des regroupements, sur des territoires, avec une labellisation qu'on appelle SAT expérimentale et qui a un consortium hors les murs, qui n'a pas de structure à proprement parler juridique. Mais du coup, on fait le même métier. Ok. Aujourd'hui, on est sur le Deep Tech Connect, c'est la 3e édition. Il me semble, si je ne me trompe pas. C'est un événement assez incarnant pour le réseau des SAT. Quel est l'enjeu d'un tel événement en 2025 ? C'est quoi le why, l'objectif vraiment de fond d'organiser ça au 104 Je dois dire que c'est un bel événement. Ouais, merci beaucoup. Dans ce que je vois depuis ce matin, mais voilà, c'est quoi l'enjeu pour le réseau des SAT de ce moment? C'est un peu le sens de notre vie, parce que qu'est-ce qu'on rencontre ici? On rencontre les startups, les entrepreneurs, et ces entrepreneurs et ces startups qu'on a contribué à créer en partant des résultats de recherche de laboratoire, en les finançant sur la partie maturation technique, sur la partie maturation marché, et bien entendu en amont aussi sur la propriété intellectuelle. Donc c'est déjà un premier résultat très fort que d'avoir toutes ces startups qui résultent de la recherche publique et puis de l'action des SAT. Donc c'est vraiment, ça a beaucoup de sens pour nous. Et ça va encore au-delà puisqu'on organise aussi la rencontre avec finalement les acteurs qui vont continuer à leur permettre de grandir après nous, qui sont les investisseurs et les industriels. Donc on ne s'arrête pas seulement au transfert de technologie, on va aussi jusqu'à cet accompagnement-là, d'organiser leur attractivité. Et c'est un événement magnifique puisque voilà, on a entre les industriels et puis les investisseurs, on a plus de 400 personnes qui viennent à la rencontre des entreprises, des entrepreneurs qu'on a accompagnés. Et aujourd'hui, il y a 1600 rendez-vous qui ont été organisés, il y a eu 6000 demandes de rendez-vous. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment l'expression de notre travail, de notre résultat.
Et aujourd'hui, les startups qui sont présentes sur l'événement, c'est des startups qui sont toutes déjà créées et issues de vos réseaux, ou il y a aussi des startups en création sur le salon? Alors globalement, je pense que c'est l'ensemble des startups sont créées et elles viennent effectivement du réseau des SAT et des SAT expérimentales, mais aussi des autres offices de transfert de technologie qui les ont accompagnés, issus des organismes de recherche ou d'autres acteurs effectivement qui font de l'accompagnement à la startup issue de la recherche académique. Et donc du coup c'est un lieu où aujourd'hui on réunit l'ensemble des jeunes startups issues de la recherche publique. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez les chiffres pour les 13 SAT, certains m'en ont donné, après 12 ans d'existence des SAT, quels sont les résultats concrets dans l'économie, dans la création, dans le transfert aussi, parce qu'on parle beaucoup de start-up là aujourd'hui, mais en fait il y a quand même une grosse part de votre activité qui est liée au transfert technologique de ces brevets vers l'industrie. Est-ce que vous avez quelques chiffres à partager sur l'impact économique des SAT, voire même leur impact social et environnemental depuis la création de ce dispositif qui est finalement assez jeune? Oui. Si on le compare à d'autres dispositifs à l'étranger et si on le compare à l'échelle de déploiement d'innovations qui viennent des labos? Alors oui, on a des chiffres qui effectivement sont assez significatifs. On a détecté, je pense qu'on doit être à peu près à 12 ou 13 000 détections. Donc c'est quand même un flux important de... Donc 12 000 inventions. Oui, détections détectées qui se sont transformées soit vraiment par des déclarations d'invention pour ensuite se transformer en propriété intellectuelle. Mais en tout cas, si on part de ces 12 000 ou 13 000 détections, au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 2000 transferts. Enfin, on n'a pas les derniers chiffres à jour, mais on doit être à peu près dans ces chiffres-là. Et donc ça veut dire que ces projets-là sont sortis des campus pour aller vivre leur vie soit dans des entreprises existantes, soit sous forme de start-up. On ne doit pas être loin des 50% de start-up, donc à peu près 1000 start-up. On était à 900 à la fin de l'exercice 2024, donc on ne va pas tarder à arriver à notre 1000e start-up. Et après, on a environ, dans nos transferts de technologie, une grosse partie qui est quand même des transferts de technologie sur nos territoires. Là aussi, le chiffre, c'est à peu près, je pense, 60%. Et après, on doit avoir une vingtaine de transferts de technologie qui sont à l'international sur à peu près notre portefeuille. C'est des chiffres qui, je pense, sont assez le reflet de ce que l'on a réussi à faire. Et après, on a quelques belles histoires qui se sont racontées, des projets qui ont réussi à faire des levées de fonds significatives. L'ensemble de nos startups ont environ levé, en 2024, c'était 2 milliards d'euros. Elles ont un nombre d'emplois qui commence à être significatif. Certaines ont commencé à être rachetées également par des grands groupes, soit français ou parfois également européens. Donc du coup, voilà, ça commence à donner un impact assez significatif sur cette chaîne de valeur qui est très longue entre la recherche et le marché. Et dans les belles histoires, justement, il y a certaines histoires un peu plus grand public, ou en tout cas des noms justement qui vous viennent à l'esprit de start-up qui sont issues de vos réseaux et qui ont fait leur exit ou qui ont justement fait des levées significatives. Alors je pense que les SAT ont accompagné par exemple le projet Alice et Bob. La SAT plus Alice a accompagné le projet Alice et Bob. Nous à Bordeaux on a un projet qui est assez emblématique parce qu'il est très deep tech, qui est Trifrog Therapeutics, qui vise à résoudre la production industrielle de cellules souches, un axe stratégique d'ailleurs de l'État puisqu'il y a une stratégie nationale d'accélération qui porte sur la bioproduction pour devenir que la France soit un lieu leader mondial de la biothérapie. Voilà, donc en tout cas moi j'ai ces deux exemples en tête. Ouais, côté SAT parisienne, on a aussi Pascal, toujours dans le quantique. Donc c'est vrai qu'il y a un rayonnement mondial de la France sur la thématique du quantique, avec déjà ces startups qui percent, qui sont présentes et visibles à l'international. Et assez souvent, derrière, vous avez une SAT qui a fait son travail en amont pour aider les chercheurs à maturer le projet. Les SAT, elles sont représentées dans toutes les régions de France.
Oui. Il y a quand même 13 SAT, c'est pas mal. Pourquoi c'est important cette présence dans les territoires? Parce que la recherche, elle est dans les territoires. La recherche française, elle est organisée en campus, qui effectivement sur des campus universitaires allient à la fois des enseignants-chercheurs issus de l'université, avec des chercheurs issus des organismes de recherche, des chercheurs issus des écoles d'ingénieurs, qui elles-mêmes parfois sont des écoles d'ingénieurs nationales qui sont implantées dans différents territoires. Et du coup, ça crée un campus, et ces campus, ils ont besoin effectivement d'un accompagnement de proximité pour pouvoir aider au plus près de la paillasse l'émergence et la transformation de ces résultats scientifiques en propositions de valeur pour des acteurs économiques. Et c'est pour ça qu'être implanté à proximité des laboratoires est une grande force pour pouvoir bien accompagner les projets. Oui, c'est même une condition sine qua non. Je pense qu'on soit à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Nantes ou à Paris, c'est la clé. Mais la proximité, c'est vraiment essentiel pour détecter, pour discuter avec les chercheurs, pour pouvoir protéger au mieux dans un résultat de ce dialogue aussi avec le chercheur. Et puis ensuite, comme on est sur une affaire qui est au long cours, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qu'on traverse ensemble. Et si on est loin, si on est à distance, ça avance beaucoup moins vite. Donc la proximité aussi, c'est un facteur de confiance. Le fait de se voir, de pouvoir interagir. Il faut vraiment se faire confiance pour délivrer à la fin. Est-ce qu'il y a des spécificités dans les territoires? Alors, j'en parle parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages sur ce podcast, mais aussi autour de tables rondes sur les enjeux finalement dans les startups deep tech, de pouvoir aussi intégrer des compétences qui peuvent être très spécifiques. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux de territoire sur le développement de certaines filières métiers ou certaines verticales de la deep tech qui justement vient donner une spécificité à chacune de vos SAT, enfin à chaque SAT du réseau, quoi. Alors, en fonction des territoires, effectivement, aujourd'hui, on constate, et dans le cadre des pôles universités d'innovation, ça s'est confirmé, que certains établissements ont choisi effectivement des thématiques pour pouvoir effectivement eux-mêmes déployer une stratégie autour de cette thématique. C'est le cas, par exemple, en tout cas, je peux citer les cas de La Rochelle, où c'est la thématique, c'est ville côtière durable. Donc, ce qui se tient. C'est assez bien, mais qui permet aussi d'embarquer l'ensemble de la communauté de chercheurs qui est parfois multidisciplinaire. On a à la fois du droit ou du numérique, en passant par effectivement des choses plus proches effectivement d'un littoral, plus classique de proche d'un littoral. Et puis par exemple à Pau, le site a choisi plutôt tout ce qui est énergie et environnement. Et là aussi, c'est lié à son histoire, c'est lié à l'écosystème qu'il a autour de lui. Et du coup, on retrouve comme ça, en fonction des sites et des territoires, des colorations thématiques. Après, je sais pas, on peut citer aussi la ville durable du côté de... Comment ça s'appelle, à l'ouest parisien. Oui, du côté de Erganeo. D'accord, oui, tout à fait. Vous avez des spécificités. Après, est-ce que ça implique du coup qu'il y ait des transferts, c'est-à-dire justement que le réseau puisse aussi faire bénéficier d'une SAT à l'autre des écosystèmes des autres quand il y a des projets qui émanent d'un labo et qui ont finalement le potentiel d'avoir un écosystème à Pau ou à La Rochelle, etc., plus favorable à son développement? Alors en général, les équipes effectivement se connaissent, se coordonnent bien, elles ont elles-mêmes leur réseau. Alors effectivement, c'est la stratégie à l'échelle d'un territoire sur
la communauté scientifique ne fait pas forcément tout le réseau nécessaire pour le succès ensuite de la start-up, et elle va devoir effectivement aller se sourcer aussi auprès d'autres réseaux à l'international. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement on a un facteur d'attractivité quand on est spécialisé. Après on a quand même des sites qui ont décidé effectivement de rester plutôt généralistes ou de se spécialiser sur certaines compétences, comme effectivement avoir une forte coloration d'innovation. D'autres vont plutôt chercher à avoir une forte coloration européenne internationale. D'autres, voilà, chaque site universitaire avec les organismes de recherche fait des choix. Et nous, à l'intérieur de ça, nos équipes ont forcément des spécialités thématiques en lien avec chaque histoire de chaque territoire. Et du coup, les équipes au niveau national se parlent et sont capables d'aller mobiliser leur réseau, qui parfois sont des acteurs qui sont à l'autre bout de la planète. Alors, après, vous avez Paris, effectivement, qui est toujours un peu particulier. Si on prend l'Alliance Sorbonne Université, qui est le territoire de l'action de l'UTEC, on est très très fortement coloré interdisciplinaire. Puisque vous connaissez la Sorbonne avec toute sa profondeur historique de connaissances dans les humanités, mais aussi avec sa fac de lettres. Mais vous avez aussi la fac de santé qui est très, très forte, très puissante, avec la Pitié-Salpêtrière qui fait aussi partie des territoires. Et vous avez aussi une fac en sciences et en ingénierie. Et puis l'Alliance Sorbonne Université, c'est aussi le Muséum national d'histoire naturelle. C'est aussi l'École nationale il y a beaucoup de SHS, on n'en parle pas, il y a beaucoup de sciences humaines et sociales. Voilà. Donc de plus en plus, les choses en fait s'interpénètrent. Parce que quand on développe des projets en intelligence artificielle par exemple, ce serait dommage de faire abstraction aussi des facteurs clés de succès en matière d'acceptabilité, d'adoption. Et ça, c'est les sciences humaines et sociales qui nous les apportent. Donc aussi, il y a de plus en plus de porosité et d'interdisciplinarité au sein des projets. Vous avez parlé tout à l'heure des PUI. C'est vrai qu'avant de préparer ce podcast, je vous partageais le fait que l'écosystème de la deep tech et des acteurs qui en composent la chaîne de valeur était quand même pas si évident à lire quand on n'en vient pas. Comment ça s'articule, les PUI, dont on parle beaucoup aujourd'hui, stratégie des PUI, etc. Avec vous, comment vous collaborez? Je sais que sur certaines régions, il y a des périmètres qui sont plus ou moins à certains niveaux de projet. Voilà, comment vous situez les SAT par rapport aux PUI aujourd'hui dans le paysage de la deep tech française? Alors, les SAT, leur métier, c'est de pouvoir accompagner les projets avant la phase de sortie du campus, c'est-à-dire soit le début de la start-up, soit l'entreprise qui prend le projet et qui le développe et qui l'amène jusqu'au marché. Et cette étape-là, c'est une étape où on dérisque la technologie. Tout à fait. Et on va investir en maturation. Donc notre rôle, c'est d'être à disposition de l'ensemble des fondateurs du PUI pour faire cette étape-là pour l'ensemble des projets du PUI. Après, on mobilise des expertises pour faire ce métier-là. On mobilise des expertises en propriété intellectuelle, on mobilise des expertises en connaissance de roadmap de développement technologique, en connaissance de propositions de valeur sur les marchés, en juridique. Donc l'ensemble de ces expertises-là, on peut les mettre à disposition finalement de l'ensemble des actions du PUI. Okay. Et c'est là où effectivement les interactions vont naître en fonction de la feuille de route de chaque PUI. Il peut y avoir des besoins, par exemple, d'aller sensibiliser une certaine population sur des enjeux de propriété intellectuelle. Et bien, les salariés de la SAT peuvent être mobilisés pour faire cette action-là. Ensuite, on peut être mobilisé pour faciliter le développement de la recherche partenariale, même si on n'est pas, c'est pas notre métier. Voilà. Et donc, on va se mobiliser pour rendre service au PUI. Et nous, on apporte toujours la dernière brique. Une fois que tous les projets ont atteint un certain degré de maturité, nous, on amène la dernière brique qui fait après ça, le projet, il sort du campus. Donc, à quel niveau de maturité, sortie de campus, finalement, le campus vient vous voir? Alors, on peut donner un exemple concret à Paris. À quel moment, en fait, ils viennent vous voir avec un projet en disant « ça y est, nous, on a fait notre boulot. On en
en est là et qu'est-ce qui fait que derrière, au niveau de la SAT, la SAT va dire bon bah ok, on y croit sur tel et tel élément, on peut vous apporter ça. Qu'est-ce qui fait qu'en fait ça transfère? En fait, plus ça vient, plus l'échange s'initie tôt. On commence. En fait, on est là depuis plusieurs années, depuis 2 ans. On connaît les équipes, on connaît les labos, ils nous connaissent. Donc en fait, maintenant, il y a le réflexe qui s'est installé de je suis chercheur dans tel laboratoire et ah bah tiens, cette idée-là, cette connaissance-là que je viens de développer, que je m'apprête à publier, mais que je ne publie pas tout de suite, j'appelle la SAT avant. Ouais, donc il y a vraiment des réflexes qui existent maintenant. Peut donner naissance à un projet de prématuration, puis de maturation, puis de transfert, puis de création de start-up. Aujourd'hui, vraiment le réflexe, il est installé. Donc le dialogue, il s'initie vraiment très tôt et il s'initie avec 3 parties prenantes. L'inventeur, créateur, chercheur, les équipes de valorisation des universités qui, elles aussi, en leur sein, accompagnent sur différentes voies de valorisation, et puis la SAT. Donc en fait, on est sur un dialogue à 3, sur qu'est-ce qui peut faire le chemin. Donc on est beaucoup moins séquencé, on est beaucoup plus synchronisé. Et en fait, c'est cette synchronisation qui permet vraiment de donner au A de SAT d'accélération tout son sens. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la synchronisation entre les uns et puis les autres. C'est-à-dire que vous avez quasiment un rôle quasiment de conseil assez tôt pour dire alors c'est sûr que ça sera intéressant pour nous, mais il faut d'abord avancer là-dessus. Enfin, vous les suivez en fait, vous les suivez très tôt jusqu'au moment. Et on se synchronise pour mobiliser les bonnes ressources au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est ça en fait. P8, c'est faire ensemble pour mobiliser les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment. Et aujourd'hui, les choses sont vraiment très claires en matière de PUI. Chaque SAT peut intervenir sur 1, 2 ou 3 PUI, mais c'est tout à fait... c'est tout à fait clair, il n'y a aucune... Il n'y a pas de concurrence. Entre guillemets, c'est vraiment la cartographie là. Il ne faut pas percevoir le PUI comme une rupture. Il faut percevoir le PUI comme une politique publique qui permet aux universités d'aller encore un cran plus loin en matière d'autonomie, qui est une tendance de fond, sur le chapitre de l'innovation. Et aujourd'hui, il n'y a aucun PUI qui peut se projeter sans SAT. La SAT, le PUI rend encore plus évidente l'intérêt d'une SAT. La SAT, avec les PUI, c'est pas un nice to have, c'est vraiment un must have. Et est-ce que justement cette structuration du PUI, ça vous permet aussi d'avoir, vous, au niveau des SAT, des projets plus près, entre guillemets, d'un point de vue profil d'équipe, chercheur, même réflexion sur le business en amont. Est-ce que ça a changé ou est-ce que ça commence à changer un peu finalement la maturité presque, en tout cas des projets qui arrivent sous le chapeau des SAT à un moment? Enfin, c'est peut-être une question un peu naïve, mais... Oui, enfin, je pense que ça, c'est l'idée. C'est clairement l'idée. En tout cas, nous, je sais qu'à Bordeaux, l'objectif effectivement du campus, c'est que l'intégralité du campus incarne bien cette question d'innovation et que du coup, on amène des projets les plus séduisants possibles en termes d'attractivité socio-économique pour que la SAT finalement elle fasse son travail de transformation qui soit effectivement le plus impactant finalement possible pour ensuite avoir des filières dans lesquelles on a des formations, dans lesquelles on a des interactions de recherche partenariale. Donc c'est vraiment faire vraiment un système global et du coup effectivement on a cette continuité qui se crée et à la limite c'est là où cette synchronisation dont parlait Philippe est vertueuse parce que finalement on va surtout mobiliser et optimiser la mobilisation des ressources pour accélérer les projets. Alors j'ai une question un peu technique, mais qui est intéressante. C'est un peu le modèle économique des SAT aujourd'hui.
concrètement, c'est quoi le modèle économique d'une SAT? Comment ça se finance? Je vois que vous êtes actionnaire en tant que SAT, SAS, d'un certain nombre de startups qui sont créées. Quel est le ROI de tout ça? En fait, voilà, qui finance quoi? Est-ce qu'il y a des fonds privés qui arrivent aussi dans les SAT? De quel type? Comment ça marche? On est, et ça a été rappelé par la puissance publique, on assure une mission de service public qui est celle de la valorisation de la recherche. Et découle de cela le fait qu'on a un financement public, alors sans entrer dans des détails trop techniques, il est aujourd'hui assuré par le ministère de la Recherche et aussi par France 2030, opéré par l'ANR, et j'arrête là pour la partie technique. On fera un épisode sur le voilà. Mais en toute cohérence, il y a du financement public. Il y a par ailleurs aussi des recettes qui, là pour le coup, viennent du marché, et ces recettes, elles sont le résultat des transferts de licences, puisque on investit pour que les résultats de recherche puissent être transformés en licences qu'on va concéder à des startups par exemple, qui vont en contrepartie verser des redevances, des royalties, des royautés, et ça constitue du chiffre d'affaires. Donc il y a une partie de financement public, il y a une partie de financement qui résulte des transferts de technologie. Donc de financement privé. Oui, donc des financements privés. Qui viennent aussi de gros industriels, pas que de startups. Oui, bien sûr. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on fait la jonction entre les deux. On a bien compris, on fait le lien entre la recherche publique et puis la valorisation sur le marché, donc on a le double financement. Et vous l'avez mentionné, on a aussi des prises de participation dans les startups. Alors, notre métier n'est pas celui des prises de participation. D'ailleurs, on l'exerce par conversion de créances. Tout à fait. On ne l'exerce pas par du numéraire dans les startups. Ceci étant, c'est aussi une modalité pour les SAT d'accélérer le développement des startups auprès desquelles on a concédé des licences. Donc, c'est complètement cohérent avec le métier. Et ces prises de participation, et on en a un certain nombre, je prends la Satutech, on en a une douzaine, c'est pas mal. Sur une douzaine d'années, avoir un portefeuille de 12 participations, c'est pas négligeable, surtout que certaines d'entre elles peuvent prendre de la valeur. Donc il y a aussi une notion un peu d'investisseurs très avisés, puisqu'on prend des participations par conversion de créances, que vraiment dans des startups sur lesquelles vous connaissez très bien. On connaît, l'affectio societatis. Donc comme toute décision qu'on prend en investissement, on a un comité d'investissement indépendant qui valide les projets de maturation, comme il valide aussi les prises de participation, et après c'est les actionnaires au travers du conseil d'administration qui décident. Donc tout ceci est très contrôlé, puisqu'il y a une partie d'argent public et on est comptable du denier public qu'on investit. Donc vous avez ces revenus relativement récurrents liés aux licences, et vous pouvez aussi avoir des revenus plus exceptionnels il y a des et néanmoins exits importants qui correspondent à des exits parce qu'on a pris des prises de participation. Et ça aussi, ça fait partie du business model. C'est moins prévisible, c'est des événements, mais donc ça se rapproche plus de ce que fait une société de gestion, évidemment. Et donc, on est aussi sur ce modèle-là. Alors, pour terminer, vous êtes finalement représentant du réseau des SAT, vous avez aussi un rôle d'influence. En ce moment, ça n'échappe à personne que nos politiques publiques et nos budgets sont challengés, notamment ceux liés à nos acteurs innovants. Comment, en tant que réseau de SAT et donc structure de valorisation, vous avez justement un rôle pour influencer, notamment positivement bien sûr, finalement, et protéger nos écosystèmes de recherche en faveur de l'innovation. Concrètement, qu'est-ce que vous faites justement sur ces aspects-là, finalement, d'influence des politiques publiques d'investissement à l'innovation, des grands programmes type le plan Deep Tech, etc. Quel est votre rôle? Comment vous êtes sollicité là-dedans?
Alors, j'allais répondre exactement le fait qu'on répond aux sollicitations lorsque c'est le cas. On peut être auditionné par différentes instances, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. La Cour des comptes nous interroge également. Voilà, donc on participe à la vie institutionnelle de ces questions d'innovation lorsque on est sollicité. Nous-mêmes, effectivement, on reste fidèles à faire la promotion de notre métier, de la nécessité effectivement de l'ingénierie nécessaire à l'accompagnement de la valorisation. On éclaire effectivement également dans ce sens-là les instances nationales de représentation des universités, que ce soit France Université, que ce soit UDIS ou que ce soit Initiative. On apporte des éléments effectivement sur des axes de lobbying que eux-mêmes font valoir auprès de l'État. On a des relations également avec le CNRS de manière régulière pour effectivement échanger sur les enjeux, sur nos financements, nos besoins, comment on se projette. Et effectivement, on attend de nos actionnaires qu'eux portent ce lobbying auprès de l'État. Et enfin, c'est vrai que le contexte qui arrive, les 5 années qui viennent, là, voire les 10, ne sont pas exactement les mêmes que les 10 dernières. C'est quoi vos grands enjeux pour l'ensemble des SAT de France en termes finalement de financement, de valorisation, de rayonnement aussi en dehors de nos murs français. C'est quoi vos grands chantiers des 5 prochaines années, les grands challenges qu'il va falloir relever tous ensemble? Parce que c'est quand même heureusement un écosystème plutôt solidaire, on le voit aujourd'hui, pour ces 5 prochaines années dans un contexte qui est quand même un petit peu plus chahuté, en tout cas chahuté différemment. Alors nous, on a trois axes par rapport à ça. Le premier, on en a beaucoup parlé, c'est notre interaction avec nos écosystèmes. Donc l'enjeu PUI-SAT, pour nous, est essentiel parce que effectivement, c'est mettre les bons rouages aux bons endroits. Donc ça, c'est ça qui fera notre force, parce qu'après, effectivement, les choses seront plus fluides et on pourra accélérer effectivement le transfert des résultats de la recherche publique. Le deuxième niveau, c'est entre nous, donc au niveau du réseau, être plus efficace, continuer effectivement à mutualiser, à essayer effectivement de faire des économies en jouant sur des effets d'échelle, ce qu'on a commencé à faire et ce qu'on va poursuivre. Et le troisième niveau, c'est l'Europe. On croit beaucoup aujourd'hui effectivement que l'enjeu du transfert de technologie, il se situe aussi au niveau européen. On a entamé maintenant depuis 3 ans des relations avec nos homologues et c'est quelque chose qui a plutôt tendance à s'accélérer et on espère être assez présent dans la construction du futur programme cadre. Merci Philippe. Est-ce que tu as envie de nous laisser avec un mot de la fin? Pas du tout. Si. Pas du tout. Non, mais tu peux, pas de souci. Non, moi, je rebondis sur ce qu'a dit Maëlys avec une dimension supplémentaire. On peut dire qu'on se donne rendez-vous dans 2 ans pour le prochain Deep Tech Connect. Il y aura certainement une coloration beaucoup plus internationale. Il y a déjà une amorce de coloration européenne ici avec le point de contact national du ministère qui est présent. On a aussi, côté international, une délégation coréenne active et dans le cadre des relations entre la France et puis la Corée. Et on a aussi de plus en plus d'investisseurs internationaux qui s'intéressent fortement aux résultats de la recherche publique française. Donc très clairement, on est amené à être beaucoup plus proactif sur la dimension internationale. Et aussi nos startups de plus en plus se projettent assez rapidement sur les marchés internationaux. D'ailleurs, nous, les brevets qu'on dépose, on est dans la quasi-totalité des cas sur des protections qui sont internationales. Donc on a aussi préparé des startups auxquelles on donne naissance pour qu'elles soient internationales. Donc c'est clairement le prochain cycle. Écoutez, merci beaucoup pour ces perspectives plutôt positives d'ailleurs et pour cet événement qui semble plaire à tout le monde. D'ailleurs, on est un peu triste qu'il n'y en ait pas un l'an prochain du coup. Mais vous aurez d'autres surprises. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous.